BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est le moment de la semaine où l'avenir trouve son juste rythme. Les pros des cryptos, le vendredi après-midi, avec nos experts. Ils vont nous accompagner pour refaire la semaine, anticiper l'avenir de l'écosystème crypto dans un monde géopolitique en pleine turbulence. Ils sont là, ils viennent de nous rejoindre, de s'installer ici en plateau. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher, et puis il est à la tête de Meria également. Bonjour Owen. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Puis avec nous, à distance, Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie de Bitstack. Bonjour Alexandre. Ravi aussi de vous retrouver dans un instant. Donc on parcourra l'ensemble de ces enjeux qui aujourd'hui font bouger le monde des cryptos. D'abord, le potentiel technique avec un Bitcoin toujours proche des 70 000 $. On est un tout petit peu en dessous en ce moment. Xavier Fenot est avec nous et nous accompagne. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Interactive Trading sur la semaine, intéressant parce qu'on est dans une phase géopolitique brûlante, véritablement bouillonnante et dramatique là-bas au Moyen-Orient. D'un point de vue graphique, technique, comment sentez-vous le Bitcoin, les cryptos face, c'est vrai, à ces vents très puissants actuellement? C'est vrai qu'entre vents et marées, en fait, sur la semaine, on a eu plutôt un bon comportement du Bitcoin, qui est toujours en hausse de 6%. On est monté jusqu'à plus 12% sur la semaine. On essaye de récupérer les 70 000 $, donc c'est les plus hauts depuis un mois. Et effectivement, tout ça à contre-courant des tensions qu'on connaît et qui impactent aussi les marchés traditionnels. Alors, il n'y a pas de décrochage non plus à Wall Street, mais il y a clairement surperformance de Bitcoin depuis le début des tensions en Iran. Alors, bon, dans ces moments-là, on peut ressortir l'argument qui nous arrange, Bitcoin égale valeur refuge. Je pense juste que le marché, en fait, qui a déjà bien purgé, qui a perdu 50% depuis ses plus hauts, ne trouve juste plus trop de nouveaux vendeurs temporairement. Attendons quand même la réaction de marché après les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui viennent de tomber, qui sont d'ailleurs pas bons du tout. On a eu des destructions d'emplois alors qu'on attendait des créations. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le marché respire. La seconde, c'est qu'il tient bien, d'autant plus que le dollar américain a plutôt tendance à remonter ces derniers jours. Et puis, la troisième, c'est qu'on laisse derrière nous, donc à très court terme, depuis le week-end dernier, des plus hauts de plus en plus hauts. Bon, on va pas se mentir, même si Bitcoin a stoppé son hémorragie, on a encore du chemin avant de passer d'une psychologie de marché de, entre guillemets, sauf qui peut, à on retrouve la confiance suffisante pour retourner sur les records historiques sur les ATH. De toute façon, les changements de psychologie de marché, ça se fait pas en 2 jours, ni en 1 semaine, ni en 1 mois, ça prend du temps. Déjà, renforçons les fondations sous les pieds, comme le Bitcoin d'ailleurs le fait depuis un mois, les fameux 55 000, 60 000 $. C'était le niveau que je vous avais évoqué ici ces derniers mois en disant que même si on devait y retourner, on resterait en tendance haussière long terme. Maintenant qu'on y est, je reste malgré cette baisse de ces derniers mois plutôt positif pour acheter sur des replis plutôt que sur des accélérations haussières. Parce que si demain, ce qu'on a vécu finalement sur le marché crypto cette semaine se poursuit, ça nous donnerait les 85 000 $ comme prochain gros niveau, l'occasion de travailler sa position, d'alléger un peu pour reprendre un nouveau sur repli. Parce que si on dézoome, pour moi, tant qu'on ne passera pas sous les 55 000 $, on restera en tendance neutre à moyen terme avec comme hypothèse de travail un gros range entre 55 000 et 100 000 $, pourquoi pas sur toute l'année 2026, étant donné d'un côté la sous-performance donc depuis 6 mois de Bitcoin vis-à-vis de Wall Street, et que de notre côté, fondamentalement, rien n'a changé, donc pas de raison de quitter le navire dans une optique de long terme. Xavier Fenot avec nous, très complet, Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier d'avoir répondu une nouvelle fois à notre appel. Alors justement, le Bitcoin plutôt en hausse cette semaine. Peut-être aussi grâce à des sorties de capitaux d'Iran ou pas? On va regarder tout ça en détail. Et puis d'autres pays du Golfe dont la devise a pu dévisser ces derniers jours, achètent-ils du Bitcoin? On va regarder en détail ce qui est en train de se jouer autour de la géopolitique avec l'écosystème crypto. Et puis la bataille des blockchains, Ethereum face à Solana, des grands chantiers en cours. On fera le point sur les évolutions récentes de ces deux écosystèmes. Ethereum qui se réforme toujours encore et Solana qui retrouve la lumière. Et puis Kraken de son côté s'offre un compte direct à la Fed. Kraken a obtenu un compte directement à la Réserve fédérale américaine, lui permettant d'accéder directement donc au système de paiement internationaux en enjambant les banques. Les banques que Donald Trump d'ailleurs critique vertement pour leur frilosité face aux cryptos. Est-ce que Kraken a ouvert une boîte de Pandore en les enjambant les banques? On va aussi poser cette question. Est-ce que ça dit des choses sur les évolutions de la Fed également, la Réserve fédérale américaine? Tout cela est au cœur de vos pros des cryptos. C'est tous les vendredis votre machine à condenser l'essentiel. Elle s'active tout de suite. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec qui vient de nous rejoindre, Owen Simonin pour Meria à la tête de sa chaîne YouTube Asher avec un H. À la fin, je vous demanderai combien d'abonnés, Owen. On en est où? Et Alexandre Sachenko qui nous accompagne aussi donc pour Bitstack. Bonjour Alexandre, on est ravis de vous retrouver l'un et l'autre dans un contexte géopolitique hyper dur. La guerre au Moyen-Orient, ça y est, a débuté. Comment analysez-vous, Owen, la façon dont Bitcoin a réagi, s'est comporté, comment l'écosystème est en train d'échanger sur ce sujet géopolitique-là?
Dans un premier temps, comme il l'a toujours fait, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un actif à risque technologique et donc dès qu'on a peur, dès qu'on a un mouvement macro qui secoue un petit peu l'actualité internationale, il y a de la peur. Et quand il y a de la peur, on vend ces actifs risqués. Mais contrairement à d'habitude, il a rebondi plutôt bien. Donc, encore une fois, en plein week-end, il n'y a que Bitcoin qu'on peut écraser convenablement. On peut lui mettre le pied sur la tête pour vendre méchamment. Et c'est ce qui s'est passé. Mais assez rapidement et avant même la réouverture, alors que généralement, on attend de voir un constat sur les marchés à la réouverture. Tout le monde disait lundi, quand ça va réouvrir, ça va être quelque chose. Eh bien, Bitcoin a repris beaucoup d'énergie, ainsi que le marché des crypto-monnaies. Comme quoi, on ne peut pas systématiquement taper sur la même classe d'actifs. À voir. Est-ce qu'il est une réserve de valeur ? En tout cas, il n'est pas traité comme tel pour le moment. Et ça, on le sait bien. Il a encore du chemin à faire et des volumes à obtenir. Par contre, il commence, mine de rien, à passer les mêmes épreuves que les actifs qui ont un petit peu plus d'ancienneté. Et c'est intéressant. Oui, très intéressant, effectivement. Une nouvelle haie que le Bitcoin peut-être va tenter parvenir à franchir. On va regarder précisément avec vous, Alexandre, comment le Moyen-Orient, notamment l'Iran, se positionne là. Les investisseurs iraniens sur place, comment se comportent-ils ? Est-ce qu'on voit des fuites de capitaux justement de l'Iran qui peut-être ces fuites de capitaux ont un impact sur l'écosystème. Qu'est-ce que vous observez, vous, Alexandre ? On observe deux choses différentes, mais qui viennent encore renforcer le propos, notamment autour de Bitcoin. C'est à la fois des Iraniens qui recherchent à retirer de l'argent des plateformes, tout bêtement, pour conserver en propre, pour leur propre sécurité, mais aussi de l'autre côté, le régime et des insiders qui se protègent aussi avec les mêmes actifs. Donc comme souvent, il y a ce côté Bitcoin est pour tout le monde, c'est sa neutralité qui fait sa force. Et en quelques jours, on a vu plus de 10 millions de dollars quitter les plateformes crypto iraniennes. Les volumes horaires ont dépassé parfois 2 millions de dollars, c'est bien au-dessus de la normale. Et puis on a constaté que sur la plus grosse plateforme bourse crypto, on va dire, du pays, qui s'appelle Nobitex, les sorties ont bondi de 700%. Donc on a bien vu qu'il y avait cette réaction par rapport à l'actualité géopolitique. Ce sont des retraits qui ont eu lieu exactement entre 6h et 7h du matin, le moment où les premières attaques ont été lancées par les États-Unis et Israël. Donc c'est clairement une réaction aux événements. Mais il y a eu instantanément, ou en tout cas très rapidement, comme en janvier avec les manifestations, un blackout, une coupure d'Internet qui a fait s'effondrer le volume total des exchanges crypto de plus de 80%. Et ça prouve bien que les premiers qui ont retiré leur argent en fait, avaient raison de le faire, puisque une fois que le blackout est en place sur Internet, ça devient évidemment beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas une surprise, puisque en Iran, ça fait longtemps que le Bitcoin est considéré et les stablecoins, notamment dollar, comme une forme de monnaie de survie. Le rial s'effondre, l'inflation est chronique. Même la banque centrale iranienne utilise l'USDT pour injecter des dollars sur le marché domestique. Et puis il y a un autre angle, très brièvement, qui est intéressant, c'est celui de l'énergie. Puisqu'on l'a vu, au dehors des cryptos, le fait que le détroit d'Ormuz notamment soit bloqué, ça a créé un énorme choc sur les prix notamment du gaz. Et on le sait, l'Europe est dépendante énergétiquement des combustibles fossiles. On s'était réendormi après 2022, une fois que, suite à la crise de la guerre en Ukraine, les prix du gaz ont explosé, puis se sont réaplatis. On s'était réendormi, mais en fait, ça vient nous remettre le nez dans le fait que la transition vers une électricité décarbonée, elle est nécessaire pour des raisons environnementales, mais aussi de survie géopolitique. Alors pourquoi Bitcoin apparaît dans cette équation ? Parce que le Bitcoin vient équilibrer les réseaux, vient aider à absorber les surplus d'électricité. Et donc, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais cette situation au Moyen-Orient, elle vient aussi remettre une pièce dans la machine sur l'utilité du minage de Bitcoin pour ça. Oui, effectivement, parce qu'une partie des pays européens produisent toujours leur électricité sur des énergies extrêmement carbonées. C'est notamment le cas de l'Allemagne ou encore de l'Italie. 58% de l'électricité en Italie se fait à base de combustible. 58%. En France, l'électricité est verte. Mais voilà, on a un certain nombre de grands pays européens qui risquent de souffrir de la hausse des cours du gaz parce que les prix de l'électricité dans ces pays dépendent de l'évolution des cours du gaz. Donc les prix là-bas vont augmenter. L'électricité, ça pourrait aussi un peu rejaillir chez nous. Alors il y a des grands enjeux. Vous le disiez, Bitcoin, le minage, tout ça est en fait au cœur des enjeux. Peut-être une solution supplémentaire. Sur place au Moyen-Orient, les capitaux donc, qui ont beaucoup bougé avec un impact sur les cryptos cette semaine. Et dans les Émirats, tiens, les Émirats, c'est l'une des capitales mondiales de l'écosystème. C'est un hub crypto, c'est pas qu'un hub aérien. Comment se sont comportés là-bas les investisseurs à Dubaï, à Abu Dhabi, qui découvrent d'un coup qu'eux-mêmes, eux aussi, sont fragiles et qui peuvent prendre sur la tête des drones iraniens. Owen. Il y a plusieurs parallèles. Il y a celui des réseaux sociaux avec les influenceurs et il y a eu je pense, des balles perdues qui sont parties dans les deux camps, notamment sur Dubaï,
qui est connu, que ce soit pour le monde de la crypto-monnaie ou que ce soit pour les influenceurs qu'il y a là-bas. La réalité, c'est que d'un point de vue financier, ça a plutôt eu une communication qui a été rassurante. Les marchés n'ont pas ouvert lundi, ils ont temporisé. Il y a eu une communication également de la Banque centrale qui explique justement sa stabilité, ses ratios, la liquidité qui est disponible et qui maintient le fait que ce n'est pas du coup ces incidents qui sont venus faire trembler le système financier. Ça a été plutôt rassurant pour beaucoup d'acteurs sur place. Après, c'est comme tout. Je pense qu'on ne peut pas dire d'un pays qui s'est fait bombarder, quelle que soit l'ampleur et quel que soit l'impact réel qu'il y a eu sur sa population, qu'il ne s'est rien passé. Il y a eu un moment de panique à un endroit où jusqu'à présent, c'était tout simplement impensable. C'était jamais arrivé dans cet ordre de grandeur. Et naturellement, ça a remis en cause certaines personnes qui parlaient de sécurité là-bas, qui commençaient à établir un business. C'était un endroit où il y a une très très forte croissance économique. Je prends l'exemple de la crypto-monnaie, il y a un nouveau cadre légal, il y a des régulateurs qui sont pro-crypto et qui invitent les entreprises à venir s'installer, il y a un cadre fiscal qui ne se compare d'ailleurs avec aucun cadre fiscal. Donc naturellement, il y avait une croissance qui était assez folle et ça vient remettre certaines choses en cause quand on sait que ça peut arriver. Maintenant, c'est un petit peu triste, mais est-ce qu'en 2026, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver partout ? Je pense que c'est, en tout cas, de plus en plus cohérent de le penser dans les mois et dans la situation macro qui est en train de se dessiner. Dans les Émirats, ça fait tout bizarre, parce qu'autant en Israël, ils ont plein d'abris, ils y sont habitués, il y a une résilience, évidemment. Dans les Émirats, c'est pas le cas, il n'y a pas d'abri, les immeubles sont en verre et on est directement exposé. Voilà, c'est une grande différence. On va voir comment tout ça évolue, évidemment, les évolutions de ce conflit. Les cryptos qui ont quand même donc un peu rebondi cette semaine, en tout cas le Bitcoin. Qui achète ? Tiens, une étude croisée de Wintermute et JP Morgan nous apporte cette semaine une première réponse sur les acheteurs du Bitcoin en ce moment, Owen. Cette étude, elle nous dit que c'est les ETF, principalement les institutions, un peu moins le retail. Pour moi, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas vraiment savoir. En fait, oui, on peut connaître et avoir la typologie des investisseurs qui sont derrière les exchanges, mais quand on regarde les volumes d'échanges de Bitcoin sur la période et qu'on regarde les volumes qui rentrent sur les ETF, oui, les ETF représentent de l'argent frais et une quantité importante d'argent frais. Pour moi, encore une fois, c'est trop pondéré. La réalité des ETF, c'est pas simplement le montant qui est injecté pour acheter de la crypto-monnaie, c'est que c'est l'indicateur que tout le monde regarde. En ce moment, on veut savoir si Bitcoin va bien, on interroge Wall Street. On veut savoir si Wall Street a confiance et si les cryptos vont monter, on regarde du côté de Donald Trump ce qui se passe. Et donc, naturellement, quand les ETF, quand BlackRock achète massivement, nous envoie un indicateur sur ses clients, mais ça donne peut-être un sentiment qui est un peu trop fort par rapport à la réalité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que quand les ETF ont été massivement en sortie, quand ils étaient dans le rouge, Bitcoin s'est cassé la figure en bourse tout simplement, alors que quand on regarde les marchés, il y a des investisseurs long terme qui continuent d'accumuler. On commence à voir des gros investisseurs, des grosses sociétés qui se positionnent et qui sont toujours acheteurs, qui continuent à l'être, notamment avec un Bitcoin en dessous des 70 000 $, car c'est un prix très intéressant quand on le compare à la moyenne mobile sur 200 semaines, quand on le compare au prix de production, quand on le compare au prix de production uniquement son prix électrique, il y a plein de métriques qui font que même si on va chercher un bottom, les plus pessimistes vont donner un 45-50 000, donc 60 commence à être un bon prix d'entrée. Et à côté de ça, on fait une bonne semaine dans le rouge ou dans le vert au niveau des ETF, et tout de suite, le message général, c'est les ETF qui font monter. Pour moi, pas quantitativement, mais en attendant, le marché des cryptos a toujours été un marché de mood, un marché de morale, un marché de confiance. C'est clairement les ETF qui est l'indicateur qui vient pousser ce fear and greed dans un sens ou dans l'autre et qui pousse les gens à acheter. En tout cas, c'est ma lecture. Le fear and greed, l'avidité ou la peur, voilà, c'est l'un des baromètres, effectivement. L'appétit aussi pour les ETF. Au-delà de ces tendances, il y a des changements de fond aussi. On va en parler, on va rentrer dans le détail. Les États-Unis comptent, Alexandre, toujours, devenir le paradis mondial même des cryptos, mais les banques freinent sur certains points. Et Donald Trump, du coup, s'agace. Cette semaine, il s'est énervé contre les banques sur son réseau Truth Social. Qu'a-t-il dit ? Que reproche-t-il aux banques américaines vis-à-vis des cryptos ? Alors déjà, le contexte, c'est que depuis qu'il a été élu, effectivement, il a essayé de pousser dans la direction de la démocratisation des cryptos et dans le sens d'une réglementation plutôt favorable. On se souvient qu'évidemment, il avait annoncé sa réserve stratégique de Bitcoin, qu'il avait poussé pour le Genius Act, qui était la première grande loi fédérale sur les stablecoins en 2025. Mais comme en Europe, les banques, elles font beaucoup d'argent sur le fait qu'elles ont elles détiennent des actifs, de la monnaie pour le compte de leurs clients, et qu'en fait, elles font du rendement sur ces actifs, notamment auprès des banques centrales, et qu'elles ne le distribuent pas, ce rendement, quand vous avez de l'argent sur un compte courant, il ne vous rapporte rien. Et donc, évidemment, quand les plateformes crypto essayent de pousser pour une réglementation qui dit qu'on peut donner du rendement sur les stablecoins, d'un seul coup, pour les banques, ça concurrence directement leur dépôt bancaire. Et si ça concurrence leur dépôt bancaire, là, c'est inacceptable parce que c'est absolument le cœur du moteur, le cœur de la fusée d'une banque, c'est qu'il faut qu'elle puisse collecter des dépôts pour pouvoir faire d'autres choses avec des règles prudentielles qui lui permettent.
Et ça énerve Trump, en tout cas. Il montre que ça l'énerve, c'est toujours difficile de lire ce que pense vraiment Trump, mais il accuse les banques de menacer et de saper cette loi qu'il a envie de pousser pour permettre les rendements sur les cryptos. Eric Trump, il va encore plus loin puisqu'il traite les grandes banques d'hypocrites, puisqu'elles ne distribuent pas ces rendements à leurs clients alors qu'elles en bénéficient du côté de la Banque centrale. Donc on va voir ce qui se passe aux États-Unis et qui va gagner ce bras de fer, puisqu'évidemment Trump n'a pas, je suppose, envie de mettre en cause la stabilité financière en tapant un peu trop les banques. Mais en tout cas, on voit qu'il y a clairement une vertu pour les citoyens dans la compétition qu'amènent les cryptos. Hein, qu'on utilise ou pas les cryptos, le seul fait de forcer les banques à la compétition et à des meilleurs services, c'est déjà un plus pour tout le monde. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend justement que Kraken désormais s'émancipe des intermédiaires traditionnels comme les banques ou les systèmes de paiement traditionnels. Kraken, en fait, on l'a appris là cette semaine, c'était hier jeudi, a obtenu un compte directement auprès de la Réserve fédérale américaine, compte qui va lui permettre d'accéder comme un grand, tout seul, au système de paiement internationaux. C'est assez énorme là ce que fait Kraken, c'est le début d'un mouvement peut-être plus global, c'est voilà, le début d'une nouvelle ère, on va dire, qui permettra peut-être à des acteurs crypto de, encore plus qu'avant, se passer des banques, Alexandre. Oui, parce que à l'heure actuelle, ça restait un point de contrôle important pour les banques. En fait, il y avait un côté, vous pouvez jouer avec vos marchés, etc. Mais à la fin des fins, si vous voulez vous intégrer à vos clients, si vous voulez toucher des virements, si vous voulez faire des grandes transactions, eh ben, vous allez devoir passer par nous. Parce que vous n'avez pas accès à la Fédérale Réserve, donc qui, elle, a des comptes maîtres pour faire des transactions interbancaires sur le système Fedwire. Le fait que Kraken obtienne ce compte maître auprès de la Fédérale Réserve, c'est une première. Absolue, évidemment, pour une entreprise crypto. Et concrètement, ça veut dire qu'ils accèdent directement à ce réseau sans passer par une banque intermédiaire. Donc jusqu'ici, toutes les plateformes dépendaient des banques pour traiter notamment les dollars. Kraken vient potentiellement de couper ce lien, donc c'est assez important, effectivement. Je pense que c'est, je ne sais pas si on peut utiliser le terme changement d'air, mais c'est quand même majeur. Je rappelle aussi que pour le contexte, la Fed avait refusé pendant très longtemps à d'autres plateformes crypto, je pense notamment à Custodia, qui était une banque aux États-Unis, enfin une plateforme crypto qui demandait un accès à la Fed et que la Fed répondait non, on n'a pas envie de vous donner ce genre de compte maître à la Fed. Donc ça montre aussi que même à la Fed, il y a eu un changement pour qu'ils soient prêts à accorder ce statut à Kraken. Évidemment, si Kraken le fait, je pense que le précédent est posé, donc probablement que les concurrents locaux vont se mettre sur les rangs. Et puis, peut-être qu'en Europe, on va devoir regarder aussi les conséquences tirées pour les plateformes locales. C'est la boîte de Pandore qui s'ouvre là avec ce que fait Kraken, Owen? Pas forcément que sur cette annonce-là, mais ils sont en train de faire beaucoup de choses, même sur leur présence en Europe, notamment sur leur activité, leur développement, la contractualisation qu'ils ont avec plein d'acteurs, et le fait qu'ils annoncent ce genre de choses, on le sait. Kraken va annoncer bientôt et va faire son introduction en bourse. Et autant dire que vu les succès que Coinbase et Circle ont offert dans le passé, la pieuvre géante a prévu de faire son gros coup aussi, je pense. C'est les pros des cryptos, le vendredi, à retrouver tout au long du week-end, en podcast, en replay sur l'application BFM Business. Faisons un rêve. Vous vivez dans un pays qui s'oblige à vous proposer des cryptos pour votre retraite. Faisons un rêve. Ce rêve, un État est en train de le réaliser. Ce n'est pas Salvador. Je ne sais même pas s'il y a des retraites d'ailleurs au Salvador, sans doute des retraites publiques, je ne sais pas. Cet État qui s'oblige maintenant, à partir de tout de suite là, à proposer des cryptos aux futurs retraités, c'est l'Indiana, un État américain donc, et c'est une première mondiale. Qui cela va-t-il concerner? Sous quelle forme? Pourquoi un État comme l'Indiana s'oblige-t-il à proposer des cryptos pour les futurs retraités? Ce qui est très intéressant justement, c'est la forme. C'est pas obligé de mettre des crypto-monnaies dans sa retraite. Par contre, quand on propose un système de retraite, on se doit et on est obligé, selon cette nouvelle loi, de proposer une option crypto. Ça veut dire plusieurs choses. La toute première, c'est que Bitcoin n'est pas considéré ici comme uniquement un actif spéculatif. On est encore dans le monde entier, quel que soit son niveau d'adoption, dans une ligne, est-ce que c'est une réserve en devenir? Est-ce que c'est une valeur refuge en devenir, si on veut regarder encore plus loin? Ou est-ce que c'est juste une valeur tech, quelque chose de très volatile? Comme le marché aime bien nous le rappeler, à chaque fois que les investisseurs sont risk-off, Bitcoin est dans le rouge. La réalité, c'est que le fait de donner cette option et même d'obliger du coup l'assurance à proposer systématiquement une option pour permettre à ceux qui le désirent de mettre du Bitcoin sur les retraites, ça montre qu'on peut considérer cet actif différemment. La deuxième chose, c'est que les retraites, c'est les investissements les plus long terme. Ça représente déjà des poches qui sont complètement dingues. C'est pour ça que quand Donald Trump parlait du fameux 401K et de potentiellement pouvoir les exposer aux crypto-monnaies, ça a parlé tout de suite à tout le monde. On parle de milliers de milliards. Et naturellement, ça montre que détenir du Bitcoin sur du très long terme, c'est considéré comme certains comme une bonne approche, même si la diversification est plus ou moins grande. Ça montre que dans l'esprit, et même s'il faut du temps, depuis 2009, la crypto-monnaie de Satoshi Nakamoto a fait du chemin.
Oui, effectivement. Vous imaginez le système de retraite qui obligatoirement devra vous proposer d'être payé en Bitcoin, en tout cas d'investir en Bitcoin pour percevoir plus tard votre retraite. C'est un rêve pour vous, c'est un cauchemar. Vous avez le droit de réfléchir à ça et pourquoi pas nous laisser vos commentaires sur le fil X et sur LinkedIn aussi, BFM Crypto, bien sûr. On va continuer de parler d'hybridation parce que ça c'est l'hybridation et l'hybridation technologique aussi, l'hybridation entre la finance traditionnelle et cet écosystème que vous incarnez, messieurs. Quelles sont les dernières avancées dans cette hybridation à l'échelle mondiale ou peut-être dans certains pays? C'est JP Morgan Stanley plutôt, pour être beaucoup plus précis, qui a fait une annonce là, Alexandre. Oui, c'est une annonce qui est importante parce que Morgan Stanley, c'est pas n'importe qui. Morgan Stanley, c'est une des plus grosses banques américaines qui gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs. Et c'est aussi l'une des institutions les plus conservatrices de Wall Street. Ils sont très exigeants sur les services qu'ils offrent à leurs clients. Ils ne se permettent pas d'offrir des choses qu'ils considèrent comme étant de courte vue ou en tout cas des choses qui ne sont pas de long terme. Ils ont ouvert il y a quelques années la possibilité de garder, de faire du trading, de gérer du Bitcoin, etc. Mais ils avaient décidé de le faire en sous-traitance parce que pour eux, c'était pas cœur. Ils voulaient juste pouvoir surfer le marché, mais pouvoir se retirer si jamais le Bitcoin s'effondrait, par exemple. Et donc, ils n'en avaient pas fait quelque chose de stratégique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une conférence récemment dans laquelle la nouvelle responsable des actifs numériques chez Morgan Stanley, qui s'appelle Amy Oldenburg, elle a annoncé qu'ils avaient des plans pour justement internaliser ces fonctions de garde, de trading et de prêt, notamment en Bitcoin. Et ça, c'est évidemment pas anodin. Quand Morgan Stanley dit que maintenant on ne fait plus de la sous-traitance, on fait à l'inverse de l'internalisation, on internalise des choses qui sont stratégiques. Donc ça veut dire que pour Morgan Stanley, l'implicite derrière cette phrase-là, c'est Bitcoin est là pour rester et on ne peut pas se permettre d'être à l'écart de ce marché parce que la demande est énorme. Un point qui est intéressant sur Amy Oldenburg, c'est qu'elle justifie son approche de ce sujet en disant qu'elle a une expérience particulière, c'est qu'elle a travaillé plus de 10 ans dans les marchés émergents, les emerging markets, c'est là qu'elle était responsable. Et elle dit que le fait d'avoir travaillé dans ces marchés émergents, ça lui a fait voir de première main bien plus, j'allais dire de façon frappante, l'adoption crypto exploser, puisqu'on le sait, l'adoption crypto, elle augmente plus vite dans les pays en développement, dans les pays où la monnaie est défaillante, où l'intermédiation bancaire n'est pas encore tout à fait répandue. Et donc elle dit, c'est grâce à cette expérience-là qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation où je pousse, parce que je comprends bien que Bitcoin, c'est pas juste de la spéculation, c'est un vrai phénomène monétaire et qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté en tant que Morgan Stanley. Donc c'est une information qui, à mon sens, est assez importante dans ce qu'elle révèle du rapport de la finance traditionnelle vis-à-vis de Bitcoin et des cryptos. C'est ça. Vous aimez bien toujours, vous avez raison Alexandre, distinguer Bitcoin des cryptos. Pour vous, il y a Bitcoin et il y a les cryptos. Mais alors je suis désolé, on va aussi parler d'autre chose que du Bitcoin. On va parler d'Ethereum, de Solana. Allez, lançons-nous. L'avenir de la blockchain s'appelle-t-il Solana, Owen? Après des années sulfureuses liées au même coin notamment, Solana s'est recentré sur la DeFi, les micro-paiements. Et là, en quelques jours, ils viennent de franchir plusieurs caps importants, symboliques. Je peux vous dire que la réponse d'Alexandre aurait été un peu plus drôle que la mienne encore. Non, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que là où Solana a envie de changer son positionnement, qui était connu comme étant une blockchain qui n'était pas très fiable dans le sens où elle avait eu beaucoup de problèmes, elle s'était arrêtée beaucoup de fois. Par contre, très rapide, très peu coûteuse, utilisée par beaucoup d'utilisateurs, notamment les dégènes, ceux qui sont dans la blockchain, ceux qui sont sur Meteora, qui farment, qui bridge, qui font du lending et qui utilisent d'autres mots d'ailleurs que vous ne connaissez peut-être pas. Ces personnes utilisent beaucoup Solana parce que justement, ça ne coûte rien, c'est très rapide et il y a des tendances qui viennent et qui vont, notamment les meme coins, notamment la création de certains meme coins, des tendances qui sont très éphémères et qui ont pu occuper certaines personnes dans le monde de la crypto. Solana veut sortir de cet écosystème, ou en tout cas ne veut pas le représenter uniquement. Et c'est pour ça que petit à petit, il commence à vouloir se rapprocher du monde traditionnel de la finance, des banques, des institutions financières, des sociétés de paiement et de transactions. Et ils ont battu certains records. Ils ont dépassé les 700 milliards de dollars de volume sur certains stablecoins, et ils viennent de signer un partenariat exclusif avec une banque américaine, SoFi, qui pour le coup va proposer à ses utilisateurs non seulement d'avoir du Solana, de le déposer sur son compte en banque et de le retirer directement sur la blockchain. On ne parle pas de produits dérivés, on ne parle pas d'ETF, on parle bel et bien de déposer sur un compte bancaire un Solana directement sur une adresse et de le retirer directement on-chain. En parallèle de ça, la blockchain Ether commence à jouer un move un petit peu différemment. Alors qu'elle se concentrait sur la robustesse, sur la solidité pour devenir l'infrastructure décentralisée de demain utilisée par les banques, Ether, qui avait misé beaucoup sur les layer 2, très rapides, très scalables, est en train de se reconcentrer sur la couche principale, en expliquant qu'avec les différentes mises à jour, les frais de transaction ont considérablement baissé. Il vise un taux de transaction par seconde qui va se comparer facilement à Solana à l'avenir, et
mine de rien, si Solana veut devenir un petit peu plus sérieux après avoir atteint une grosse scalabilité, Ether était déjà sérieux et maintenant doit fournir des outils un peu plus scalables à la communauté crypto et aux personnes qui tous les jours l'utilisent. Donc c'est drôle de se rendre compte qu'on avait une course à la vitesse. Aujourd'hui, on a les 2-3 gros gagnants de cette course à la vitesse. Maintenant, ce sera une course à la différenciation et à la spécificité qu'ils vont être capables d'apporter. Ouais, ça va être passionnant à suivre, effectivement. Vitalik Buterin pour Ethereum qui toutes les semaines annonce de nouvelles choses, des et une pensées roadmap technique énormissime. Pour le coup, j'avais jamais vu Ether poser ça, qui annonce déjà et qui commence à comprendre le quantique, en tout cas qui annonce à comprendre des mises à jour pour lutter contre les futures menaces du quantique. Bref, plein de choses qui, une fois appliquées au réseau, peut-être viendront valoriser ces titres et ces actifs, en tout cas, entre crypto-actifs, me direz-vous. Oui, bien sûr. C'est fou comme les choses évoluent, parce qu'il y a 2-3 ans, même dans les pros des cryptos, vous êtes des techs, vous avez mis la tech dans les cryptos. Quand on parlait de quantique, je dis, ouais, ça va, c'est de la science-fiction. Enfin, on sait que ça arrivera, mais on a le temps. Ça commence à arriver un peu. On sent que ça vient. On n'y est pas, mais ça vient. On sent arriver. La suprématie quantique a été atteinte, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Donc à partir de là, on passe vite de la théorie à OK, maintenant c'est une question d'accélération. Quoi. Et ça va devenir un sujet boursier aussi, puisqu'on a une licorne française spécialisée dans le quantique. C'est la seule, elle s'appelle Pascal. Pascal avec un Q comme quantique, qui va s'introduire cette année au Nasdaq. Voilà, on va leur montrer, nous les Français, aux Américains, ce qu'on vaut à Wall Street. Ils vont s'introduire cette année et l'an prochain aussi à la Bourse de Paris. Pascal, retenez bien ce nom. Bitcoin est une blockchain, bien sûr, Alexandre. Et peut-être la plus sûre. Je ne sais pas si c'est la plus sûre. En tout cas, c'est celle que vous préférez. Elle pourrait même servir, Bitcoin, à dédommager des gens. Mt. Gox, donc l'ancien PDG, propose de dédommager les victimes de 2011 en allant chercher les 80 000 bitcoins volés grâce à un hard fork. C'est quoi un hard fork et est-ce qu'il est imaginable d'utiliser un hard fork comme ça pour réparer n'importe quel mal fait par le passé, pour réparer le passé en quelque sorte? Ça fait une excellente transition avec le sujet d'avant, parce qu'effectivement, Bitcoin, ce n'est pas une crypto, ou en tout cas, ça ne fait pas partie du reste de ce dont on vient de discuter. Et dans le vocabulaire utilisé par Owen pour répondre à la question, on comprend assez vite la différence. Bitcoin ne signe pas de partenariat exclusif avec qui que ce soit. Bitcoin ne choisit pas de changer sa roadmap. Bitcoin ne choisit pas de décider de privilégier les layers 2 par rapport à autre chose. Il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas d'équipe marketing qui a besoin de satisfaire des investisseurs. Donc on est vraiment dans autre chose, et c'est évidemment pour ça que analyser le tout comme une classe d'actifs homogène relève, à mon sens, d'une erreur fondamentale. Et là, effectivement, avec cette actualité autour de Marc Karpelès qui propose d'indemniser les gens qui ont perdu des bitcoins en 2011 à la suite 2011-2013 à la suite du hack de Mt. Gox, est un autre témoignage de cela. On se rappelle que sur Ethereum, en 2016, il y a eu une organisation autonome décentralisée qui avait fait un smart contract et qui avait été hacké, et ça avait conduit un mois plus tard à faire effectivement ce qu'on appelle un hard fork. Alors, un hard fork, c'est quoi? C'est une modification des règles du réseau qui permet en fait de s'affranchir de certaines règles préalables, et surtout ce qui le différencie de ce qu'on appelle un soft fork, c'est que le hard fork n'est pas rétrocompatible. Donc ça veut dire que si vous choisissez de refuser ces nouvelles règles, en fait vous forkez, vous changez, vous êtes sur une autre blockchain qui se crée pour l'occasion. Alors qu'un soft fork, c'est simplement on fait évoluer les règles, mais si vous choisissez de refuser ces nouvelles règles, c'est pas grave, puisque ces nouvelles règles, elles sont simplement plus restrictives, et donc le réseau reste compatible d'une certaine façon sur un seul réseau. Dans le cas qui nous intéresse, ici le hard fork serait de dire, bon, en fait on va modifier les règles du réseau pour rendre ces bitcoins qui se trouvent sur une adresse dont on ne dispose pas de la clé privée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Marc Karpelès, il est tout seul à proposer de ça. C'est-à-dire que quasiment immédiatement, le consensus dans la communauté, ça a été de dire mais t'es malade. Enfin non, si tu veux faire ce genre de choses, tu vas sur Solana et Ethereum, tu viens pas sur Bitcoin, parce que ici ça ne bouge pas. La valeur numéro 1 du réseau Bitcoin, c'est son inertie, c'est le fait qu'il est fiable, il ne bougera pas, et on ne peut pas le censurer. Donc si d'un seul coup on invente une nouvelle règle pour rendre de l'argent à des gens qui l'ont perdu, alors même qu'ils n'ont rien fait, c'est pas ça le sujet, ils sont évidemment victimes de ce qui s'est passé, mais ça veut dire qu'on met un précédent et qu'ensuite la question deviendra qu'est-ce qui est suffisamment grave pour faire changer les règles de consensus. Et ça, la communauté Bitcoin ne peut pas l'accepter. Donc en fait, il n'y a pas vraiment eu de débat. La réponse a été quasiment unanime. Non, qu'est-ce que c'est que cette proposition? Passons à la suite. Et ça, sur Solana et Ethereum, on aurait eu un débat qui, en 2016, sur Ethereum, par exemple, avait abouti à la conclusion qu'il fallait faire ce hard fork pour rembourser les gens. D'ailleurs, même quand c'est pour le bien commun, notamment une mise à jour de Bitcoin pour le quantique, un truc qui va concerner tout le monde, eh bien la communauté Bitcoin va discuter et va prendre plusieurs années, généralement c'est 3 à 7 ans pour mettre à jour Bitcoin, afin de le faire évoluer pour résister. Donc
On en est loin. Pro des cryptos, chaque semaine, le vendredi, bien sûr, et en podcast et replay tout le week-end. Merci à Alexandre Sachenko pour Bitstack et à Owen Simonin. Combien d'abonnés votre chaîne YouTube Asher, Owen? 805 000. Ah, ça monte bien, là. Ça avance, effectivement. Ouais, un petit bond, là, plusieurs milliers. Sur un plus petit chiffre, mais vous pouvez aussi aller regarder la chaîne YouTube de Bitstack, où nous avons interviewé un ancien président de l'Assemblée nationale cette semaine. Ah, mais oui, c'est de Rugy, c'est ça François de Rugy. François de Rugy, voilà, François de Rugy. Merci beaucoup à tous les deux. C'est les pros des cryptos à retrouver tout au long du week-end. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.